Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette visioconférence. Je suis Pauline Polgar, directrice des rédactions de Bâti Actu et organisatrice des Assises du logement et de la mixité urbaine. Merci à tous de nous rejoindre pour cette visioconférence. Alors que nous sommes secoués par une crise inédite, au cours de laquelle la question du logement, de son confort et du bien vivre ensemble se trouve au cœur des préoccupations de tous. Alors même que la problématique du manque de logement était déjà bien prégnante avant cette crise, comment enclencher ce choc de l'offre si nécessaire? Comment produire des logements abordables, durables et adaptables? Quelle politique du logement et de la mixité urbaine? Quel est le pouls des professionnels du cadre de vie et quelles sont leurs attentes? Pour répondre à toutes ces questions, nous devions tous nous retrouver ce mardi 3 novembre, Palais d'Iéna à Paris, pour la 3e édition des Assises du logement et de la mixité urbaine. Un événement très attendu par les professionnels, vous étiez plus de 600 inscrits. Le contexte sanitaire, malheureusement, on a décidé autrement et nous avons été contraints de reporter notre journée au 18 février prochain. Mais pour autant, nous avons souhaité maintenir un rendez-vous ce jour pour faire un premier point d'étape et d'actualité avant de nous retrouver en février. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour vous présenter le déroulé de cette conférence, quelques règles du jeu. Donc, comme je vous le disais, tous vos micros et vos caméras sont coupés, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions via le chat, qui est lui ouvert. Nous ne manquons pas de rebondir sur ces dernières tout au long de cette session, et le cas échéant, mais aussi à les poser en fin de cette conférence. Je suis accompagnée ce matin de Florent Lacasse, rédacteur en chef de Bâti Actu. Bonjour Florent. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Avec qui nous allons vous dévoiler les résultats du baromètre MOVE des professionnels de la maîtrise d'ouvrage et de l'aménagement. Donc promoteurs, constructeurs, bailleurs sociaux et privés, aménageurs ont été interrogés à cette occasion, que nous avons réalisé en exclusivité pour cette édition des Assises, en partenariat avec l'USH, l'AFPI et Pôle Habitat de la FFB. Monsieur Alexis Rouc, bonjour, délégué général de l'AFPI. Bonjour, monsieur Michel Bisson, vice-président de France Urbaine et président Grand Paris Sud. Bonjour également à monsieur Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFV, et à monsieur Frick, de la Direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'USH, qui vont décrypter et analyser avec nous cette enquête et surtout faire le point sur les enjeux actuels mis en lumière par cette crise. Dans le cadre qui suit notre table ronde, je rappelle bien sûr à nos invités que s'ils veulent intervenir en réaction à un propos entendu, bien sûr, on aura le petit signe. C'est pour cela également que nous avons nos caméras. Pour commencer, avec Florent, on souhaitait vous faire découvrir notre baromètre, donc réalisé en septembre, en partenariat, comme je vous le disais, avec la FPI, l'USH et le pôle habitat de la FFB. Notez bien sûr que l'ensemble des résultats que vous avez là, qui vont vous être présentés, on va le faire assez rapidement, ils vous seront transmis. Ils vous seront transmis en même temps que l'enregistrement de cette conférence d'ici quelques jours, ainsi que le parole des Assises qui réunit l'ensemble des contributions de nos orateurs, que vous retrouverez ainsi tous ces orateurs le 18 février prochain. Pour commencer, une première question que nous avons posée aux professionnels, le pouls de la profession, donc leur état d'esprit. On note que seuls près de 44% des interrogés se montraient à la rentrée de septembre plutôt pessimistes sur leur activité. Et si on rentre dans le détail des défis qui sont les leurs, en fonction des thématiques, on voit notamment donc, sur le sujet de la relance, il reste assez inquiet, notamment sur celle de la construction neuve, vous voyez, à près de 46%, et sur la territorialisation de ces questions, à presque 45,5% également. Si on passe maintenant sur la thématique du financement, on le voit, la problématique du financement, leur principal souci concerne l'accès au crédit. Là, c'est assez important. Donc, plus de 72% des répondants s'inquiètent sur l'accès au crédit immobilier des ménages modestes. Les banques sont en effet de plus en plus nombreuses à se montrer frileuses. Et enfin, on le voit également, la fiscalité du logement pose toujours question. Et parmi les autres principaux enjeux, Pauline, donc l'environnement est bien sûr au cœur des objectifs posés par les pouvoirs publics. Qu'est-ce qui ressort de notre étude? Oui, en effet, on le voit sur ce graphe. La principale inquiétude concerne la lutte contre l'artificialisation des sols. Nous en parlerons d'ailleurs avec nos invités qui réagiront à cela. Comment concilier cet objectif avec le manque de foncier?
On le voit ensuite sur la partie réglementation. Les procédures d'urbanisme sont au cœur des préoccupations pour les professionnels. L'un des principaux enjeux est là, comme nous le reverrons également tout à l'heure. La loi ESSOC, quant à elle, qui concerne notamment la réécriture du code de la construction, semble également encore inquiéter les professionnels dans son application. Enfin, je crois qu'on passe à la transition numérique. En effet, un enjeu d'autant plus important à l'heure actuelle, vous le savez, avec le numérique qui est d'autant plus primordial. On le voit, la digitalisation des pratiques n'est pas sujet à inquiétude, ou encore l'utilisation du BIM n'apparaît pas comme un sujet d'inquiétude pour les professionnels interrogés. Et du côté des mesures attendues, on en parlait tout à l'heure, donc il y a la simplification des règles d'urbanisme qui revient très puissamment en fait dans le sondage, En à effet, 52%. voilà, en effet, Florent, c'est le point le plus important, ce qui était vraiment le plus attendu par les professionnels. On le voit, la ministre Emmanuelle Wargon s'en est d'ailleurs emparée et a annoncé le 15 octobre dernier la mise en place d'un outil dématérialisé à destination des services d'urbanisation qui serait déployé au cours du premier semestre 2021, et qu'une simplification des démarches de permis de construire et de déclaration de travaux était également à l'étude. Ont été annoncés également, et vous l'avez eu en exclusivité sur Bâti Actu d'ailleurs, une prolongation du PTZ et du Pinel. Nous recueillerons également la réaction de nos invités sur ce point. Parmi les évolutions en cours, on peut noter qu'elles sont accueillies favorablement, avec pas mal, notamment Action Cœur de Ville. Oui, tout Mais à je fait. vois. Oui, c'est ça. On commence, oui, en effet. Alors, notre premier graphe nous montre donc tout ce qui est innovation, qualité, écoute client, etc. Sur leur profession en elle-même, les professionnels montrent vraiment que l'évolution de leur profession sur ces sujets, le développement durable, la digitalisation, les relations entre acteurs, en tout cas pour ce qui est des architectes, des entreprises, ou encore la productivité, ils sont plutôt, voient une évolution plutôt positive de cela. Si on passe après par thématique, tu l'annonçais, Florent, en effet, sur l'action territorialisée, de plus en plus grâce à des principes, programmes ou mesures. On le voit, et c'est très intéressant, les programmes gouvernementaux sont plutôt bien accueillis, et les professionnels pensent que leur évolution, c'est une évolution plutôt positive pour leur profession. On note donc voilà notamment les programmes menés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui sera présente pour notre 3e édition des Assises, donc type Action Cœur de Ville. En revanche, on le voit, si on les interroge sur leur relation avec les élus, on note que le sentiment général est plutôt d'une certaine dégradation, ce que nous ne manquerons pas bien sûr d'aborder avec nos invités. Enfin, sur l'évolution des dernières réglementations mises en place, on voit que dans leur ensemble, elles sont plutôt bien accueillies. Notamment, on voit la lutte contre les recours abusifs a été un point important pour les professionnels, ainsi que la volonté de lutter encore plus contre les logements indignes. Et donc, ce qu'on voit dans cette slide également, c'est que les professionnels attendent évidemment un soutien au financement Bien sûr. pour relancer l'activité, notamment en cette période. Bien sûr, voilà, effort sur la fiscalité avec le dispositif Pinel, et bien sûr l'encouragement à l'achat avec les aides à l'accession à la propriété sont bien évidemment importantes pour les professionnels. On le voit, il y a les pouvoirs publics s'en emparent, mais voilà, ils attendent encore plus d'évolution, et bien évidemment, on l'abordera également avec les professionnels qui sont avec nous ce matin. Et sur voilà, la question environnementale, évidemment, le zéro artificialisation nette éveille des inquiétudes, on le voit sur ce graphique également. Oui, on le voit, la sobriété foncière, le ZAN, la ZAN, pardon, sont vraiment le point d'inquiétude. Alors, bien sûr, les principes de protection de l'environnement sont acquis par tous, mais pour autant, les professionnels demandent à ce que ceci puisse être concilié avec la nécessité de produire du logement, bien évidemment. Alors, pour terminer, intéressons-nous maintenant au marché proprement dit à travers 2 points, Florence, ce qui, pour les professionnels, impacte principalement les prix du marché du neuf, et enfin les principales attentes de leurs clients, tels qu'ils les Mmh. perçoivent. Tout à fait. Là, ce qu'on voit, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment que le foncier arrive. Alors, c'est pas à nouveau,
à 45% comme principal moteur des prix. Et ensuite, en 2 et 3, à ex aequo, on a les coûts de construction et les réglementations, donc 14% chacun, sachant qu'il y a forcément un lien entre les deux, puisque c'est plus de réglementation en général a tendance à faire augmenter les coûts de construction. Donc voilà pour cet aspect-là. Et sur ce qui est donc des attentes clients, donc le prix arrive largement en tête, ce qui n'est évidemment pas une surprise. On a le cadre de vie qui vient derrière à 38%. Donc là, ce qu'on peut noter, c'est que c'est un sujet qui est revenu en force à l'occasion du, malheureusement, il faut dire déconfinement maintenant, puisqu'on en est au deuxième. Et ensuite, on a la baisse des charges et le confort qui viennent, et la proximité des transports qui rejoint un peu le cadre de vie. Donc cet aspect cadre de vie est très fort. On peut supposer qu'il a pris de l'ampleur ces derniers mois. Voilà pour Oui, ce qu'on peut dire. tout à fait, on le voit, le dynamisme du cadre de vie est important de plus en plus pour les gens. On le savait, mais c'est vrai que la crise accentue cette problématique. Voilà, ainsi s'achève la présentation de cette étude réalisée en septembre auprès de 235 professionnels en partenariat, comme je vous le disais, avec la FPI, Pôle Habitat de la FFB et l'USH. Bien sûr, comme je vous le disais, nous sommes passés rapidement, mais vous recevrez sous peu cette enquête de manière complète. Pour revenir sur ces enseignements et réagir à l'actualité, je remercie une nouvelle fois nos invités d'être présents avec nous ce matin. Donc, je vous le rappelle, Monsieur Roux, délégué général de la FPI, Monsieur Monod, président du pôle habitat de la FFB, Monsieur Bisson, vice-président de France Urbaine et président Grand Paris Sud, et enfin Monsieur Pierre Frick de l'USH. Donc, merci encore de votre présence, même virtuelle ce matin, à cette table ronde en visio. On l'a vu, les éléments d'inquiétude et d'attentisme sont nombreux. Tous, nous le savons, la relance dans le logement ne pourra pas se faire sans un choc de l'offre, mais comment y parvenir ? Ces derniers mois, plusieurs voix ont tiré la sonnette d'alarme sur cette situation qui s'accentue avec la crise, notamment dans le logement neuf. L'un des principaux freins actuels, le contexte d'année de municipales, qui plus est chaotique, et des maires frileux, alors même que les procédures d'urbanisme sont trop complexes, semble-t-il, encore pour les professionnels. Avant de revenir sur les relations avec les élus, sur cette simplification des procédures d'urbanisme particulièrement attendues, on l'a vu, donc sur cette simplification, des premières mesures, des premières annonces ont été faites par la ministre Emmanuelle Wargon. Est-ce pour vous suffisant? J'ai envie de demander pour cette première question à Monsieur Roux, ce que vous en pensez. À très brève échéance, l'enjeu pour nous, c'était d'assurer la continuité de l'activité. Hein, dans les décisions et les annonces faites par le gouvernement, tout ce qui a concerné ce deuxième confinement est évidemment primordial. Il y a une très grande différence avec le premier confinement, c'est que cette fois-ci, on a eu d'emblée un discours très clair sur la continuité de l'activité, ce qui n'avait pas du tout été le cas au mois de mars dernier. On avait commencé par expliquer que tout le monde devait rentrer chez lui pour se protéger, et ensuite expliquer aux entreprises du bâtiment qu'elles étaient pas citoyennes et plutôt paresseuses quand les compagnons refusaient de retourner sur les chantiers. Et on a vécu avec cette ambiguïté pendant des semaines. Là, cette fois-ci, on est rentré dans cette phase de confinement avec beaucoup plus de clarté. Et je distinguerai tout ce qui concerne l'amont de la filière de l'aval. Tout ce qui concerne l'amont, c'est tout ce qui ne concerne que les professionnels. Et donc, c'est le discours sur les services publics restent ouverts. Ça vaut pour les collectivités locales, ça vaut pour les concessionnaires aussi, qui avait été un vrai sujet chez RDF ou Enedis. Donc ça, on va voir si ça se concrétise dans la réalité. Continuité aussi sur les chantiers, puisqu'on a le guide de l'OPP-BTP, on a les équipements de protection individuelle. Donc voilà, le discours sur la partie amont est plutôt rassurant. Sur la partie aval, c'est plus compliqué. Quand je dis partie aval, c'est tout ce qui concerne les livraisons des biens, la commercialisation, les signatures des actes chez les notaires, etc. Là, ça requiert des déplacements des particuliers. Et finalement, l'objet du confinement, c'est quand même d'empêcher les particuliers de se déplacer. Donc, il y a encore quelques ajustements à faire. Le discours d'Emmanuelle Wargon est plutôt rassurant sur le sujet, sauf sur la partie commercialisation et ouverture des agences immobilières comme des bureaux de vente des promoteurs. Mais dans l'ensemble, on sent qu'il y a une envie du gouvernement d'assurer la continuité de l'activité dans la filière. Voilà. Pour ce qui est des actions de fond, parce qu'en parallèle, le débat continue. Deux aspects dans la réponse. Premier aspect, les mesures fiscales
Alors, quand je dis mesures fiscales, c'est principalement Pinel et PTZ. L'annonce de la prorogation, elle était nécessaire. On a besoin d'être sûr de pouvoir commercialiser en 2021, en 2022, ce qu'on produit aujourd'hui. Donc, cette prorogation, elle était importante, elle est acquise. Après, il y a un prix à payer dans ce que nous dit l'État sur cette prorogation en termes d'amélioration du rendu de ces produits-là en termes de politique publique. C'est-à-dire, on veut leur faire plus de choses que ce qu'ils font déjà. Je pense au Pinel en particulier. Le Pinel, c'est une machine à faire 50 000 à 60 000 logements abordables, locatifs, de qualité dans les grandes métropoles. On nous demande de retravailler sur les plafonds de loyer, de retravailler sur l'impact environnemental des biens, etc. Nous, notre discours consiste à dire que ce n'est pas le moment de raffiner. C'est-à-dire, si on voulait raffiner, c'était au moment où l'activité était soutenue. Ce n'est pas en période de crise qu'on réforme substantiellement des produits comme ceux-là. Bien sûr. Deuxième aspect, c'est tout ce qui tourne autour de l'urbanisme et de la simplification. À titre personnel, j'y crois pas beaucoup. Je pense que la complexité, c'est les professionnels la critiquent beaucoup, mais en réalité, ils sont aussi un petit peu les acteurs à travers la normalisation, les certifications, etc. Donc, on est nous-mêmes pris dans des contradictions et je crois que plus on va aller vers le raffinement de ce qu'on produit et moins on aura de simplicité en réalité. C'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça. Après, il y a une échéance, et je finis là-dessus, il y a une échéance importante en 2020 et 2021, c'est l'émergence de la réglementation environnementale 2020, Bien sûr. qui peut être un vrai facteur de complexification dans la production et de ralentissement de la production. Donc tout dépendra du niveau auquel les curseurs sont placés, les indicateurs qu'on retient et les seuils qui sont retenus. Ce sera un facteur très important de continuité de l'activité dans l'année qui vient. Voilà. Donc, il y a à la fois des facteurs de court terme qui sont plutôt rassurants dans la volonté du gouvernement d'assurer la continuité. Après, il y a des tendances de fond qui sont plus discutables. On y reviendra dans la suite du débat. Bien sûr. Monsieur Monod, est-ce que c'est un constat que vous avez également? Ah, il faut juste remettre votre micro. Oui, je partage totalement le constat d'Alexis Rouc. Et comme lui, je suis assez pessimiste par rapport aux annonces qui ont pu être faites, surtout par rapport aux simplifications des règles d'urbanisme. Aujourd'hui, si on voudrait vraiment prendre les choses en main, il faudrait qu'on réduise carrément les délais d'autorisation par 2 et d'instruction des permis par 2. Là, je dirais, on aurait une action forte qui serait effectuée et on peut les réduire, tout simplement, je dirais, en instruisant en temps masqué certaines choses. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de la consultation de la totalité des concessionnaires au moment où on obtient un permis de construire? Je suis pas certain. C'est des choses qui peuvent intervenir après l'obtention du permis, qui nous permet d'enclencher justement la purge du recours des tiers et puis de déclencher celui-ci. Le permis, c'est le Graal. Il ne faut pas oublier que dans tout type de construction, le permis, c'est la pierre angulaire qui vous permet de vendre, qui vous permet de construire et après qui permet également aux personnes d'habiter conformément à ce qui a été défini. Donc, sur les annonces, on verra, mais il faut que, je dirais, on ne soit pas dans l'ajustement du trait, mais dans des vraies modifications, comme par exemple le permis déclaratif en zone d'aménagement concerté ou en zone d'aménagement. Ça, c'est quelque chose, on a des architectes qui aujourd'hui sont des gens qui connaissent très bien leur métier, qui savent bien le faire. Aujourd'hui, analyser un règlement d'urbanisme, je pense que ce n'est pas difficile pour eux. Donc, il faut aussi qu'on leur fasse un petit peu confiance et qu'on nous fasse un petit peu confiance et qu'on arrête ce procès d'intention systématique qui est de dire qu'on va essayer de contourner la règle. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez faire un petit peu le tour de tout ce qui peut se construire en France. Des sinistres liés à des problématiques de non-respect de la règle au moment de la construction et des procédures, vous n'en avez pas tant que ça. Donc, ça veut dire qu'on a quand même cette volonté de vouloir respecter. Donc, il faut qu'on lâche la bride un petit peu là-dessus si on veut vraiment réalimenter la pompe. Parce que, c'était dit aujourd'hui, notre production de logements au travers des permis actuels, c'est les carnets de commandes des entreprises dans 6 mois. Et l'inquiétude, elle est vraiment là. Parce qu'aujourd'hui, on a un outil de production qui fonctionne à plein. Alexis Rouc l'a dit, avec le guide de l'OPPD-BTP, je dirais, on sait s'adapter au reconfinement, les chantiers tournent. Voilà, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs. Alors, avec
toujours un petit peu des ajustements. Mais l'inquiétude, elle est vraiment pour les entreprises du BTP sur le deuxième semestre 2021. Bien sûr. Avant de voir avec M. Bisson ce qu'il pense de cet état, je voudrais me tourner donc vers M. Frick. Est-ce que vous également, du côté du logement social, vous avez aussi cette analyse? Oui, on partage cette analyse et donc je ne vais pas la répéter. Par contre, on a quand même on a une assez bonne vision des tendances Oui. pour 2020 et pour 2021. En fait, on fait comme tous nos collègues des efforts pour que tout se remette en place très vite et qu'on travaille très vite, mais le retard est pris. Mmh. Le retard est pris, il est pris sur les permis, il est pris sur tout ce qui en a découlé, sur les marchés, sur les commercialisations pour la partie qui nous intéresse, nous, en accession sociale. Et on peut aujourd'hui mesurer ça. Donc, on sait aujourd'hui, on a des signes quand même assez clairs sur les volumes, par exemple, d'agréments. Pour le logement social, on va parler des agréments. La ministre compte garder l'objectif de 110 000. On a quand même des signes qui nous positionnent nettement en dessous, et vers en dessous de 2019. On va les confirmer rapidement, mais on ne pourra pas y être. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu travailler sur l'ensemble de la chaîne, y compris les permis, qui ont été quand même la question un peu centrale aussi, le travail sur les permis par les collectivités dans la période du premier confinement. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est tous liés, c'est-à-dire que, juste pour y venir rapidement, parce que je crois qu'on en parlera tout à l'heure, si on augmente les moyens du NPNRU, c'est bien, mais ça ne va pas jouer tout de suite. Parce que si on veut avancer sur ces projets, il va falloir démolir des immeubles. Pour démolir des immeubles, il faut déménager les familles. Pour avoir déménagé les familles, il faut avoir construit. Donc, si on a moins construit en 2020, on pourra moins avancer sur les PRU en 2021, évidemment. Donc, tout ça, c'est très lié. Et on voit que le retard, on peut être optimiste peut-être pour 2022, 2023, si les pouvoirs publics sont au rendez-vous, ils veulent l'être, mais on ne va pas pouvoir, sur 2020, 2021, être au rendez-vous en termes quantitatifs tel qu'attendu, ou tel qu'attendu par le politique, je veux dire. Justement, donc voilà, vous le disiez, c'est une tendance qui s'est amorcée même un petit peu avant la crise. Monsieur Bisson, vous êtes représenté ici les collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela, voilà, sur cette tendance actuelle? Sur la tendance de la réglementation, c'est ça dont vous… Oui, on était sur la nécessité de simplification des règles d'urbanisme, cette volonté de trouver des moyens. Et puis, on l'a vu dans notre enquête, cette relation avec les élus qui s'est dégradée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Sur la réglementation, moi, je ne vais pas reprendre ce que mes prédécesseurs ont dit. Là, je crois que ça a été très bien dit et l'analyse est vraiment la bonne analyse. Ce que je peux rajouter peut-être à un niveau macro, donc on n'est pas sur les années 2020-2021 forcément. D'une part, c'est qu'il est nécessaire, je pense, au-delà des permis de construire, quand on pense quartier, que le projet précède la règle. Donc, il est important que le projet précède la règle, même si la règle est nécessaire, notamment en matière de respect de la transition écologique. Et effectivement, les délais de modification d'un plan local d'urbanisme, par exemple, s'ils pouvaient être raccourcis pour que projet précède la règle, ce serait une bonne chose. Il y a ensuite un deuxième sujet en France auquel on se heurte, qui est celui à la fois de l'ensemble des procédures de consultation lorsque l'on crée une ZAC, un permis d'aménager avec des enquêtes publiques qui sont très lourdes et qui permettent évidemment de consulter très largement, ce qui est certainement une bonne chose. Sauf qu'une fois que tout est décidé, immanquablement, et qu'on rentre dans une phase opérationnelle, les permis de construire peuvent toujours faire l'objet de recours. Voilà, ce qui veut dire que c'est un peu la double peine. D'une certaine manière, comment dirais-je, on met beaucoup d'énergie en amont pour partager un projet à l'échelle, par exemple, d'un quartier. Et puis ensuite, quand on est dans l'opérationnel, le fait qu'on l'ait fait avant n'amène aucune simplification en termes de délai. Sur la seconde question que vous posez, qui est celle de, comment dirais-je, l'état d'esprit des élus, et on voit bien qu'il y a voilà, un certain regard un peu, comment dirais-je, un peu plus défiant entre les professions. D'abord, je pense que ça correspond tout à fait à l'état d'esprit de notre société, de notre pays en ce moment. Donc, c'est assez proche. Ce que je trouve intéressant, c'est que sur un des slides, je ne me souviens plus lequel, on voit bien que la profession a confiance en elle à travers
son propre savoir-faire, son propre métier, et en même temps est évidemment plutôt méfiant vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de l'ensemble des partenaires. C'est lorsqu'on pose la question à des Français, c'est exactement les mêmes réponses, c'est-à-dire par rapport au bonheur. Par rapport au bonheur, les Français répondent qu'ils ont confiance et qu'ils sont très heureux dans leur sphère individuelle, mais qu'en revanche, quand on parle collectif, là, ça ne va plus du tout. Voilà. Donc on retrouve à peu près le même parallèle. Au-delà de ce parallèle, je pense qu'il y a effectivement une faculté à passer à l'acte plus compliquée de la part des élus, compte tenu de l'ambiance actuelle, et donc de porter des projets ambitieux qui viennent évidemment modifier un quartier et donc déstabiliser parce qu'il y a du changement et c'est tout à fait normal des habitants, donc plus compliqué évidemment à aller expliquer. La deuxième raison, je pense, elle est liée effectivement à la transition sociale et écologique où tout le monde est, vous l'avez très bien dit, est parfaitement sensibilisé, mais quand il faut la traduire en acte, de quelle manière? Donc avec des niveaux d'exigence qui sont parfois incompatibles avec des modèles économiques que l'on connaît. Donc il y a là évidemment un travail partenarial à faire pour trouver l'équilibre. Et puis enfin, je pense qu'il y a besoin d'aide particulière aux maires qui franchissent le pas et qui construisent. Donc ce qu'on appelait… Justement, ça a été mis en place, là. Il y a une aide aux maires bâtisseurs qui a été annoncée par le gouvernement dans le cadre du plan de relance notamment. Est-ce que c'est suffisant? Écoutez, pas à ma connaissance, et je crois qu'on en a vraiment besoin, mais je crois aussi que la forme que les aides d'État prennent n'est pas la bonne. C'est-à-dire aujourd'hui, on multiplie les appels à projets, on multiplie les aides, donc on a cœur de ville, on a contrat de transition écologique, on a les dispositifs en rue, on a les dispositifs réindustrialisation, bref, il y a 50 dispositifs auxquels il faut répondre pour capter. Je crois que ce système-là n'est pas le bon système. Le système, c'est des contractualisations territoriales qui doivent être faites à partir d'un projet et avec évidemment des abondements significatifs pour les collectivités qui construisent du logement de manière à ce qu'on puisse construire les écoles, les gymnases, les lieux culturels qui vont bien, parce que c'est bien à cela que ça sert. Donc je pense qu'il manque effectivement une aide très significative aux maires pour leur permettre tout simplement d'amener les services publics ou les équipements publics rendus nécessaires par l'accueil d'habitants, et que ceci doit se faire, je pense, à une échelle vraisemblablement communautaire, de manière à évidemment pas se disséminer, mais à une échelle d'agglomération, à une échelle communautaire, à une échelle de métropole, par le biais d'une contractualisation qui dépasse un peu les différents dispositifs d'État qui sont multipliés, mais qui du coup à l'arrivée me semblent quand même assez inopérants. Monsieur Monod, j'aimerais bien avoir votre réaction donc, sur ce point et notamment aussi sur les relations avec les élus. Donc, je vous disais, il y avait une aide aux maires bâtisseurs qui a été annoncée, je crois que c'est 300 millions d'euros. Mais pour autant, voilà, est-ce qu'il suffit d'une aide? Est-ce que, comme Monsieur Bisson, vous pensez à des contrats, une contractualisation? Quels sont pour vous ces leviers pour améliorer cela? Moi, je pense qu'il faut quand même remettre les choses, un élément central en perspective, c'est qu'aujourd'hui, construire, c'est positif. On a le sentiment, dans tout ce qu'on peut entendre et dans tout ce qu'on peut lire, et même dans les relations avec les élus, que construire, c'est forcément négatif. Le logement est un besoin primitif. On a besoin de se loger. Quand je dirais, prenez un couple d'oiseaux, quand ils se mettent ensemble, la première chose qu'il fait, c'est un nid. Donc, qu'on soit une personne seule, qu'on soit en couple, le logement est un besoin primitif et ça, on l'oublie peut-être un petit peu trop. Moi, je rejoins tout à fait ce que disait M. Bisson sur le fait que le projet précède la règle et qu'il faut rendre les PLU plus agiles. On nous demande, nous, d'être agiles dans nos entreprises. Aujourd'hui, les PLU ne le sont pas du tout. Il peut y avoir des opportunités à des moments qui permettent justement de développer une zone spécifique à un prix qui peut être aussi intéressant par rapport au logement que l'on va produire. Donc, il faut rendre les PLU plus agiles. Mais pour que le projet précède la règle, il faut aussi qu'on puisse échanger avec les élus. Et le gros souci que l'on rencontre actuellement, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à échanger avec eux en amont. On a cette défiance de leur part et de leur service à ne pas vouloir forcément nous rencontrer en amont de l'élaboration de nos projets pour diverses raisons, surtout dans la période qu'on vient de vivre, une période
préélectorale, les élus s'affichaient avec les promoteurs, ce n'est pas forcément quelque chose qui leur convenait. Et puis Et aussi puis il y a parce que… une certaine méfiance aussi, enfin peur d'être taxé après de favoritisme envers l'un ou vers l'autre, j'imagine aussi. Exactement. Et puis, il y a un autre sujet Ça, c'est une aussi, règle. c'est les équipes au sein des services instructeurs. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner l'exemple de mon agglomération, donc, il y a à peu près 180 000 habitants. La ville centre, Nouvelle-Ville, en fait 130 000. Le point d'entrée, c'est 2 techniciens. Donc, là aussi, c'est difficile de pouvoir échanger en amont et de pouvoir parler du projet. Parce que pour eux aussi, hein, je me mets à leur place, ils ont une demande qui est forte et ils ne peuvent pas forcément y répondre. Pour ce qui est de la prime au maire bâtisseur, moi j'y crois peu. Je vais être honnête avec vous. Pour moi, un maire qui est non bâtisseur restera un maire non bâtisseur. C'est pas parce qu'aujourd'hui, alors là encore, ce qui me surprend, c'est que on est en train de dire un maire qui va respecter la règle, on va lui donner une prime. Ça me paraît quelque chose quand même d'assez surprenant. Quand on fait un effort, quand on fait plus, oui, qu'on soit aidé, pourquoi pas. Mais là, de juste dire, voilà, parce que je respecte quelque chose que j'ai mis en place au vu d'un processus de concertation qui a pu avoir lieu pendant quelques années, souvent de nombreuses années, on va donner une prime. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Je pense que l'État doit veiller à ce que les objectifs soient atteints. On a des PLH aujourd'hui où les objectifs ne sont pas forcément systématiquement atteints. Et donc, il faut objectiver un PLU par rapport à un PLH. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément fait. Donc, l'État doit quand même rester le garant du temple à ce niveau-là. Moi, alors vous allez me dire, hein, ça c'est quelque chose qui concerne le pôle habitat, mais on est plutôt, on se dit, voilà, vous prenez l'histoire des communes carencées par rapport à la problématique de production de logements locatifs. Qu'est-ce qui a marché? C'est pas la carotte, hein, c'est le bâton. Justement, je voulais faire réagir justement Monsieur Frick là-dessus, c'est que c'est une bonne transition, mais voilà. Donc c'est pour ça que sur cette prime, là encore, pour ma part, en tout cas chez nous, on est assez sceptique. Monsieur Frick, oui, c'est ce que disait Monsieur Monod. Donc finalement, ce qui a marché, c'est le bâton sur le côté. Ce qui a marché, c'est le bâton associé à 2 choses. Le temps, premièrement, ça ne date pas d'hier, et l'action des pouvoirs publics territoriaux, du préfet, qui fait qu'entre pénalité, mais aussi conviction, travail, et puis le travail aussi des organismes HLM, des associations régionales HLM qui ont montré dans les territoires qu'on pouvait faire du logement qui s'intègre, qui a souvent été fait d'ailleurs en partenariat avec les promoteurs, hein, dans le cadre de VEFA, pour ne pas avoir uniquement du logement social sur une parcelle. Tout ça, ça fait avancer. Mais les 2 éléments principaux, ça a été le temps et finalement la volonté des préfets de débattre, de faire, à partir du moment où on avait inscrit des plans de rattrapage, de débattre avec les communes pour qu'elles y aillent progressivement. Et peut-être qu'au final, la sanction, elle a été que quelque chose qui est un déclencheur, un nudge, plutôt que le fond de l'avancée. Et l'action du temps, elle est importante parce que nous, on nous positionne tout le temps dans une urgence, alors qu'en fait, on voit bien que c'est 10 ans, 15 ans d'action publique, de conviction, d'action des acteurs qui fait que ça a bougé. Bien sûr. Monsieur Roux, vous alors, vous êtes plutôt bâton ou carotte? Alors, je pense que dans ce débat, en réalité, la question qui se pose, c'est celle de l'ambition collective, l'ambition qu'on se donne et la volonté de faire ou de ne pas faire du logement. Et c'est ça, en fait, qui est en question aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant des années, on ne s'est pas posé la question. C'était bien de construire du logement. Beaucoup de maires étaient élus sur des projets de développement urbain, sur des visions, sur un Bordeaux millionnaire. Or, aujourd'hui, dans les élections municipales, on n'a pas vu de grands élus se faire élire sur un discours comme celui-là, pour plein de raisons, parce que ce n'est pas forcément ce que les habitants souhaitent. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on sort d'un mandat municipal où les élus ont autorisé plus de 3 millions de logements. Les prix n'ont pas baissé pour autant, les coûts associés à la construction de ces logements, que ce soit l'aménagement ou les services urbains qu'il faut payer, non, tout ça n'a pas suivi. Donc moi je me mets à la place d'un maire et je pense qu'il est légitime à se poser des questions aujourd'hui sur le fait de savoir si c'est bien ou pas bien de faire. Sauf qu'il n'y a personne pour l'aider dans ce débat et personne pour le pousser à faire ce qui est difficile. Et je pense que le fond du problème, c'est l'ambiguïté du discours de l'État,
qui traduit en fait une ambiguïté des attentes de notre société, l'ambiguïté du discours de l'État sur la construction neuve. C'est-à-dire ça fait plusieurs années que le discours porte uniquement sur la rénovation, les villes moyennes, etc. D'ailleurs, vous regardez le plan de relance, il y a 6,5 milliards pour la rénovation, il y a 650 millions pour la construction. 350 dans le fonds friche et 300 dans l'aide aux maires bâtisseurs. Donc, on voit bien la disproportion en réalité. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut analyser le projet, parce que des aides aux neufs, il y en a déjà qui existent. Donc, on est plutôt dans un effet de rattrapage. Mais il n'empêche que le discours qui est véhiculé par l'État, c'est un discours qui n'est pas porteur de la construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez personne qui dit c'est important et c'est stratégique de continuer à construire du logement. Et je donne simplement un exemple pour voir quel est l'état d'esprit dans lequel une partie des services de l'État travaillent. Dans la stratégie nationale bas carbone, donc c'est un document très politique, hein, c'est la feuille de route pour la neutralité carbone en 2050. Donc qu'est-ce qu'on va faire en matière de transport, en matière d'alimentation, en matière de logement, etc. Une des hypothèses qui sous-tend cette stratégie nationale bas carbone, c'est qu'en 2050, on construira un petit peu plus de 200 000 logements en France. Donc ça veut dire qu'on a inscrit dans le travail préparatoire à cette stratégie collective, document éminemment politique, le fait qu'on allait diviser par plus de 2, la production de logements en France. Qui en a parlé? Personne. Mais ça sous-tend la stratégie bas carbone et ça sous-tend finalement plein de choix qui sont faits par l'État. Et je pense que la faiblesse du fonds d'aide aux maires bâtisseurs, elle s'explique notamment par ça, par le fait qu'il y a plein de gens qui croient que c'est plus nécessaire de produire du logement en France. Pour revenir au fonds maire bâtisseur, évidemment, on aurait besoin d'aider les maires. C'est compliqué quand vous avez des habitants. Il faut non seulement que vous payiez le gymnase, mais il faut que vous payiez le gardien, il faut que vous payiez l'école, mais il faut payer les ATSEM. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent et c'est pas illégitime qu'il y ait une préoccupation financière, surtout par les temps qui courent, quand on leur supprime la TH. Mais ce fonds, il est de 300 millions sur 2 ans, donc ça fait 150 millions par an. Et 2, on ne sait toujours pas quels sont les seuils de densité à partir desquels une collectivité sera éligible à cette aide. C'est-à-dire que la ministre a annoncé quelques modalités pratiques, mais on ne sait toujours pas comment ça marche en fait. On ne sait pas quel est l'objectif de densité qu'il faut atteindre. Donc en fait, le fonds il est paralysé pour l'instant. Voilà. Donc on a comment dire une espèce d'interrogation politique très profonde sur la légitimité de la construction, et c'est une question qui reste pas résolue aujourd'hui. Un dernier mot. L'urbanisme, c'est la compétence sur laquelle, il y a la décentralisation la plus poussée, et 2, c'est une compétence sur laquelle, qui ne coûte rien aux élus locaux et qui leur permet de peser positivement sur le cadre de vie de leurs concitoyens le plus facilement possible. Donc en réalité, vous êtes dans une configuration où le pouvoir est vraiment à la main des maires. Il y a 35 000 maires en France, il y en a 3 000 en zone tendue, donc c'est vraiment eux les ministres du logement. Et on a une espèce de débat entre une ambition politique nationale qui pourrait être il faut construire, et puis un levier ou une capacité d'action qui, elle, est très localisée. Comment on fait pour réconcilier les deux? Comment on fait pour réconcilier une politique qui pourrait éventuellement être volontariste? Moi, je pense qu'elle ne l'est pas beaucoup aujourd'hui, mais elle pourrait le redevenir. Et d'un autre côté, un pouvoir de décision qui est à la main des élus locaux. Comment on fait pour réconcilier ça? Quand vous disiez très justement tout à l'heure, en matière de logement social, on a réussi à trouver la solution. Mais cette solution, elle ne plaît pas à tout le monde, elle n'est pas généralisable partout, parce que c'est extrêmement contraignant. Comment est-ce qu'on peut faire dans une politique plus largement de construction de logement pour résoudre cette contradiction? Sans volontarisme affiché, ça ne marche pas. Et tant qu'on n'aura pas un ministre du logement et un gouvernement qui dira « je veux des grues, c'est important, je veux du logement pour faire baisser les prix, pour résoudre la crise d'accès au logement qui ne se résout pas en ce moment », tant qu'on n'aura pas ce volontarisme affiché, il ne se passera pas grand-chose en fait. Donc c'est ça dont on a besoin. C'est une vraie prise de parole politique au plus haut niveau qui relégitime la construction neuve. Et du coup, Monsieur Rauque, là, l'objectif zéro artificialisation nette, justement, vient s'ajouter à ce contexte, le renforcer. Comment vous voyez les choses du côté des promoteurs sur ce nouvel impératif qui est en train de s'imposer? Ça rejoint quand même pas mal tout ce que vous venez de dire. Comment... Premièrement, ce n'est pas encore un impératif. Le ZAN, c'est un objectif qui a été défini au niveau européen pour 2050. Donc nous, on est en train de faire par excès de zèle une mesure contraignante à un horizon plus bref dans le pays qui est le moins dense de quasiment de l'Union européenne. Donc ça soulève une question de choix politique. Deuxièmement, la sobriété foncière, ce n'est pas la découverte du jour. C'est-à-dire c'est déjà à l'œuvre depuis la loi de solidarité et de renouvellement urbain.
Ça fait 20 ans qu'on parle de sobriété foncière, d'accord? Donc, c'est pas une nouveauté, c'est déjà dans les SCOT, c'est déjà dans les PLU, donc faut pas venir expliquer qu'on a fait n'importe quoi pendant 20 ans, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de territoires qui sont vertueux et qui travaillent intelligemment et où, voilà, conjointement, public-privé, on réussit à faire des choses bien. Troisième remarque sur le ZAN, en tant que promoteur, j'allais dire, promoteur, acteur de la métropolisation, acteur de la densité, pourquoi pas, enfin, on n'est pas, enfin, c'est pas nous qui serions les plus directement impactés par ça. Ça dépend de la façon dont on le lit et dont on l'interprète. Or, c'est bien ça mon inquiétude. C'est-à-dire à partir d'un objectif, pas une règle, qui est défini au niveau européen à un horizon lointain, on est en train de petit à petit glisser vers quelque chose de normatif à brève échéance sur des territoires à petite échelle. Donc il y a eu un vrai glissement conceptuel qui s'est opéré et qui ne va pas dans le sens de la simplification. La sobriété foncière, tout le monde est pour. Il n'y a pas de raison d'être contre ça. On voit bien que c'est important. Après, c'est un petit peu comme, comment dire, le ZAN, c'est à la sobriété foncière ce que l'anorexie est au régime du camp, si vous voulez. Vous pouvez faire des choses très bien, vous pouvez aussi faire des choses absurdes avec un principe comme celui-là. Donc tout va dépendre en fait. On est à un moment clé. Tout va dépendre de la façon dont ça va être transposé dans la loi Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire on peut en faire un outil vertueux de discussion, de dialogue, de débat localement à l'échelle des territoires pour bâtir un projet de développement de territoire intelligent, ou là on peut faire une toise au niveau national avec un truc très brutal où on dira plus d'artificialisation nulle part, etc. Donc aujourd'hui, en fait, c'est trop tôt pour vous répondre. Potentiellement, ça peut être quelque chose de très intéressant, ça peut aussi être quelque chose porteur de risque pour la construction. Voilà. Monsieur Bisson, vous aviez votre mot d'ordre sur ce point, c'était vraiment de ne pas aborder ce problème de façon jacobine. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet angle-là? Oui, du point de vue du ZAN. Ce qu'a très bien dit Monsieur Roux, je crois qu'on est tous évidemment d'accord pour les territoires ZAN, sauf qu'il faut contextualiser, puisque en fonction des situations, l'application évidemment ne peut pas être la même. Là où sur des territoires, l'État, la région, le département, les agglos investissent depuis 50 ans, dire on arrête tout, évidemment, a assez peu de sens. En revanche, le fait de concentrer et de densifier sur ces endroits-là permet évidemment de libérer, en tous les cas, de ne pas utiliser de la terre agricole, comment dirais-je, impunément. Là aussi, il faut que les choses soient clarifiées et ça passe par une contractualisation à des échelles territoriales qui permettent de dire comment est-ce qu'on applique cette règle-là, mais en tenant compte évidemment du contexte local. Monsieur Frick, peut-être comment vous voyez cette problématique du côté des bailleurs sociaux? Ah, il y a votre micro qui est… voilà, c'est bon. En fait, la définition de zéro artificialisation nette manque un peu de précision, ou plus exactement ses objectifs. C'est largement référé, la définition est référée au fait que ce n'est plus ou naturel ou agricole ou boisé. Donc, si l'objectif est de conserver des terres agricoles, c'est une chose, mais si l'objectif est de mieux gérer les eaux de pluie ou de s'intéresser à la biodiversité, on parle d'autre chose. Et tant qu'on n'a pas précisé tout ça, on risque de partir sur quelque chose de complètement non maîtrisé, qui consisterait à dire, dans le fond, les PLU restent en l'état où ils sont, et tout ce qui n'est pas considéré comme urbanisé dans les PLU ne sera pas urbanisé. Et évidemment, rien ne dit que ce soit comme ça qu'il faille aborder la question du territoire demain, ou du territoire des métropoles, ou du territoire globalement. On ne sait pas la limite finalement de l'urbanisation, pas l'urbanisation, en part les définitions qui sont celles des PLU. Donc c'est là qu'il y a un risque, il faut donc bien préciser les objectifs. Tant qu'on n'aura pas bien précisé ces objectifs, on ne pourra pas, nous en tant que professionnels, dire les solutions pour y répondre ou pas, parce que ces objectifs sont politiques, on s'y pliera. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, qu'il faut certainement, et là je suis tout à fait d'accord, notamment avec ce qu'a dit M. Roux, c'est qu'il faut se poser la question de l'ensemble des objectifs qu'on a. Et parmi ces objectifs, c'est de loger les gens. Parce qu'on a un certain dynamisme démographique en France et il faudra bien continuer à loger. On peut penser qu'il y aura moins de déplacements migratoires, que le desserrement des ménages sera moins marqué qu'il ne l'a été, mais il faut bien mettre tout ça sur la table. Et on ne peut pas se poser
la question des arbitrages si on n'a pas intégré l'ensemble des objectifs qui doivent être pris en compte par les acteurs publics et privés. Monsieur Monod voulait réagir. Alors, j'ai vu aussi Monsieur Roux que vous vouliez réagir, mais vous avez pas mal parlé tout à l'heure. Je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Monod. Vous avez lavé la main. On vous redonne la parole juste après, Monsieur Roux. Non, c'était pour dire également que j'étais en phase complètement avec ce qu'avait dit Alexis Roux sur le fait qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'un objectif horizon 2050. On fait ça à marche forcée, comme ça a pu être dit, sans définir non plus quels sont réellement on définit des objectifs, mais qui ne sont pas suffisamment travaillés. Et là encore, on voit la politique du logement au travers d'une réglementation. Ce qu'on oublie juste, c'est qu'à un moment, on a des personnes qui vont habiter dans ces logements et que chacun vit son logement à sa manière et sur l'ensemble des territoires. Sur tous les territoires, aujourd'hui, on a besoin de logements, pas le même type de logement. Hein. On ne va pas faire les tours de Dubaï à Guéret, on est bien d'accord, mais sur d'autres produits, on sait avoir une sobriété foncière avec de la compacité au niveau des constructions, tout en étant sur tous les types d'habitat. N'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, le logement le plus plébiscité par les Français, c'est la maison individuelle. Alors, peu importe sa taille, peu importe sur quel terrain on construit, mais en tout cas, c'est la demande des Français. Donc ça aussi, c'est un point important à ne pas négliger. Il faut bien évidemment tout type de logement sur tous les territoires et sous toutes leurs formes. Monsieur Roux. Il y avait aussi un point. Florent, excuse-moi, Florent, je t'en prie, vas-y, Florent. Excuse-moi. Il y avait un point qu'on souhaitait aborder également, c'est la RE 2020. Donc, Monsieur Roux en a un peu parlé précédemment. Il y a eu, donc, pour rappel, un report de la RE 2020 de 6 mois qui est censé entrer en vigueur à l'été prochain, notamment du fait que, voilà, avec la crise du Covid, il y a eu du retard dans les concertations. Et puis, il y a peut-être aussi une exigence qui sera moindre que prévu. Alors, évidemment, tout ça reste à confirmer, mais c'est la tendance. Justement, est-ce que, Monsieur Monod, est-ce que ça vous rassure qu'on annonce cette RE 2020 avec un label derrière qui serait plus exigeant, mais facultatif évidemment, comme c'est un label? Est-ce que vous êtes rassuré par ça ou est-ce que vous avez des interrogations sur cette RE 2020? Alors sur le label, j'ai le sentiment qu'on confond vitesse et précipitation, parce qu'en général, le label doit préparer une filière, alors que là, on impose une réglementation, le label ne va pas servir à préparer celle-ci. Sur les RE 2020, on n'a toujours pas les seuils, hein, ça a déjà été dit par Alexis tout à l'heure, on n'a toujours pas les seuils. C'est une bonne chose, on n'est pas, je dirais là encore, hein, c'est comme la sobriété foncière, on n'est pas contre la sobriété foncière, on est conscient que les choses doivent évoluer. D'ailleurs, on a une réglementation thermique actuellement qui est une réglementation thermique l'une des plus performantes en Europe, et la profession, que ce soit en 2005 ou en 2012, a su s'adapter et a su adapter son mode constructif. Donc, on saura le faire. Mais aujourd'hui, on nous demande de préparer, je dirais, cette évolution, mais on n'a toujours pas défini les règles. Et on nous dit, dans 6 mois, il va falloir l'appliquer. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour nos équipes, et ce serait également compliqué aussi pour l'ensemble de la filière, parce qu'aujourd'hui, les bureaux d'études sur lesquels on peut s'y appuyer, avec qui on a l'habitude de travailler, je dirais, vont avoir une masse de travail importante sur les 6 prochains mois pour intégrer l'ensemble des éléments, l'analyse du cycle de vie et l'ensemble de ces seuils. Donc là aussi, est-ce qu'on va pas avoir un engorgement à leur niveau? Je sais qu'ils répondront présents, ils l'ont toujours fait, mais voilà, le premier semestre risque d'être compliqué. Monsieur Roux, vous vouliez réagir également sur ce point, enfin le point d'avant et sur la RE? Alors, juste pour revenir sur le ZAN en 2 minutes, il y a 2 éléphants dans la pièce, en fait. 2 débats qui sont complètement liés au ZAN et qu'on ne pose pas sur la table. Premier débat, ZAN égale inflation. Le ZAN, c'est créer de la rareté. Et quand vous créez de la rareté, vous créez de l'inflation. Donc, ça va nécessairement créer du logement plus cher. Ce qui est bien, ça va redonner de la valeur à des territoires qu'on avait peut-être moins, mais au bout du compte, tout ça, ce sera quand même plus cher. Voilà. Donc, si on ne regarde pas comment, parallèlement, on réussit à économiser sur autre chose, on continuera à faire du logement cher. Deuxième débat, le ZAN, on l'aborde sous l'angle de ce qu'on ne fera plus. On ne fera plus d'étalement urbain. OK, non tact. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Alors, est-ce qu'on ne fait rien? Parce que du coup, on n'a pas besoin de construire de logements. Si on en fait 200 000 en 2050, on peut commencer tout de suite à en faire moins. Ou si on a la conviction qu'il faut continuer à en faire,
bah, où est-ce qu'on les fait, ces logements? Si on fait plus si on n'a plus cette respiration dans le système, qui n'est pas vertueuse, mais il n'empêche que c'était la respiration dans le système. Si on ne le fait plus, qu'est-ce qu'on fait à la place? Il va falloir faire de la compacité, de la densité. Et parallèlement, on nous dit qu'on n'en veut plus et que ce n'est pas compatible avec la pandémie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ce débat-là, il n'est pas posé en fait aujourd'hui. On est très explicite sur ce qu'on ne fera plus, mais on n'est pas du tout explicite sur ce qu'il faut faire à la place. Voilà. Pour ce qui est de la RE 2020, moi je pense que collectivement, on sous-estime l'ampleur des transformations et de la difficulté à laquelle on va être confronté. Quand on ne traitait que la question énergie, il nous a fallu des années et des réglementations successives pour aboutir à un niveau de performance satisfaisant. Là, on ajoute une dimension carbone qui va impacter les matériaux, les équipements, les modes constructifs, etc. On aborde ça avec un moteur de calcul qui doit dater des années 90 et avec des fiches sur l'impact carbone des matériaux de construction et des équipements qui sont très lacunaires, avec une info qui est très imparfaite. Alors je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps pour réussir à mettre en œuvre cette réglementation environnementale. Et la capacité à faire, elle ne s'apprécie pas uniquement au regard du niveau d'ambition des curseurs, au niveau d'ambition des indicateurs et des seuils qui seront déterminés. Derrière, il y a toute une série de complexités j'allais dire, opérationnels, pratiques, outils, formations, etc., qui sont complètement sous-estimés. C'est vraiment un boulot d'ingénieur pour l'instant et pas du tout un boulot d'opérationnel. Monsieur Frick, vous vouliez réagir je vous ai vu lever la main. Oui, sur la RE 2020, en fait, une des propositions qui avait été faite par des organisations professionnelles pendant la concertation, c'était de se dire, on pourrait imaginer que les indicateurs carbone sont des indicateurs qui sont strictement indicatifs. Ce ne sera pas retenu, on ira vers des seuils, ils seront plus ou moins rigoureux, il y aura des arbitrages politiques qui dépassent l'administration, et aujourd'hui on discute avec l'administration, donc on reste devant une boîte noire là-dessus. Il faut bien le savoir, on ne sait pas du tout, alors que c'est imminent, on ne sait pas du tout ce qui va sortir de ça. Le travail de concertation, quand même, on l'a mené de manière assez longue et assez... On ne va pas critiquer tout ce qui s'est dit dans la concertation. Pourquoi je mets ça en avant? C'est effectivement pour appuyer le fait qu'il va falloir qu'on apprenne. Et si on veut être performant, il faut apprendre, pas seulement pour appliquer la réglementation, mais si on veut être performant en émissions de carbone, si on veut réellement maîtriser ce qui se passe, il ne faut pas partir un peu au hasard, comme ça vient d'être dit, sur des bases ou des bases Ignace qui restent quand même pleines d'imprécisions. C'est pas réinterroger sur tout, sur des méthodes dynamiques qui le sont, qui ne le sont pas, sur des ambitions de mieux valoriser, de survaloriser le stockage carbone. Tout ça, ça crée un gros nuage. Et finalement, on aura besoin d'un double apprentissage. Un apprentissage pour que nos équipes, les maîtres d'œuvre sachent faire, et aussi un apprentissage pour que la performance soit au rendez-vous. On a bien ce double enjeu. Bien sûr. On peut peut-être passer à la question du foncier, donc qui est ressorti assez fortement dans l'augmentation, l'inflation des coûts du secteur. Monsieur Bisson, sur le coût du foncier, vous proposeriez qu'on invente des outils juridiques qui nous permettraient de limiter ça, notamment lorsque les collectivités locales investissent sur des terrains pour des projets d'intérêt public. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, peut-être juste sur le sujet suivant, précédent, oui, bien sûr. Si vous me permettez. Je pense que la manière dont on aborde le sujet collectivement n'est plus la bonne. C'est-à-dire avec un État qui dit les choses, alors il doit dire des choses, et puis ensuite une déclinaison qui doit se faire bon an mal an et qui impacte évidemment l'ensemble des métiers, l'ensemble des filières. Et je pense que ce modèle-là ne fonctionne plus. Voilà, ce modèle-là ne fonctionne plus et il y a vraisemblablement besoin d'une hybridation certainement beaucoup plus importante entre un État qui est garant, bien sûr, des institutions de la sécurité, de la protection et de l'égalité. Et quand je dis égalité, c'est aussi l'aménagement du territoire, évidemment, qu'il nous faut embarquer, mais avec des territoires qui sont à la pointe de la transformation sociale, parce que c'est eux aujourd'hui qui font les choses. Et quand M. Roux, vous disiez que les maires ne veulent pas, enfin les maires en tous les cas sont plus réticents, même si l'État veut, ça veut dire que l'État n'est pas en capacité aujourd'hui, certes, de fixer des règles, mais le système ne fonctionne plus de cette manière-là. Et donc, c'est bien par une territorialisation, c'est-à-dire
une confiance et donc une puissance donnée au territoire qui, comment dirais-je, dont viendra notre salut pour traiter cette question-là, comme la question de la santé par rapport au Covid, comme la question de l'éducation, où on se rend bien compte que les solutions, elles sont à chaque fois à l'échelle locale. Et quand je dis à l'échelle locale, c'est pas chaque maire pris isolément, évidemment. Il y a des métropoles, des agglomérations, des zones denses qui permettent d'avoir la bonne échelle. Donc je pense qu'il faut qu'on revoie ce modèle-là et je pense que l'État est plus fragile qu'on ne le pense. Voilà. Et à moins de levier qu'on ne le pense, ce qui explique la multiplicité des outils qu'il met à disposition, mais qui, à l'arrivée, n'arrive pas comment dirais-je, à produire quelque chose. Ce que vous évoquiez aussi, c'était il faut laisser du temps pour que le métier s'empare, se forme, que les filières se construisent. Vous avez tout à fait raison, tout à fait raison. Mais ça se construit aussi à l'échelle territoriale. La capacité à décliner des formations avec des universités comme avec des instituts de formation, les territoires ont cette capacité-là. Quand il s'agit de convertir ce que nos habitants nous demandent, aujourd'hui, il y a des tas de champs agricoles, faites en sorte que plutôt que de faire des céréales qui vont ensuite, comment dirais-je, qui sont ensuite transformées pour être produites, diffusées en Égypte, faites plutôt des choses qui nous servent localement. Parmi les choses locales, il y a, par exemple, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais il pourrait y avoir une filière chanvre qui soit déclinée et qui donne évidemment à manger d'une certaine manière à une profession agricole, mais qui ensuite serve évidemment à la construction, à condition que cette filière, on la construise ensemble. Et immanquablement, elle ne peut pas être décidée nationalement. Elle est très contractualisée et contextualisée en fonction de l'endroit sur lequel nous nous... Oui, il y a certaines initiatives d'ailleurs qui ont vu le jour en Île-de-France là-dessus, hein, sur cette volonté de groupement sur le sud Gâtinais, il y a tout à fait. Donc je pense qu'il y a donc le logiciel avec lequel on aborde les choses est aujourd'hui, me semble-t-il, un peu dépassé. Donc il faut qu'on regarde les choses. Quand M. Monod disait il faut être joyeux quand on construit, il a tout à fait raison. Je crois que le rôle collectif qui est le nôtre, ce n'est pas de sombrer et de faire sombrer nos populations dans l'inquiétude, mais plutôt dans l'enthousiasme. Voilà. Et effectivement, construire du logement pour que les gens soient mieux logés est un plus grand balcon pour résister à des phases de confinement, c'est évidemment absolument essentiel. Voilà. Là où il faut aider et là où il nous faut collectivement avoir une approche globale, c'est que construire du logement, c'est bien, mais à côté de ça, il est nécessaire que l'emploi suive, que les services publics suivent, que les services privés de type commercial suivent. Bref, il faut qu'on ait cette approche globale. Alors, c'est de la responsabilité des élus, mais c'est en traitant l'ensemble des sujets ensemble que nous arriverons à le traiter. Sur la question foncière que vous évoquiez, moi j'ai pas de solution miracle. Ce qui me frappe en tout cas, c'est qu'on est dans une période quasiment de zéro inflation depuis des années. Et même s'il y a des secteurs où la productivité augmente, ça n'a aucun effet sur l'inflation. Et le sentiment que j'ai, c'est que l'inflation, du coup, elle n'apparaît plus comme elle apparaissait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, mais elle avance masquée à travers ce que l'on pourrait appeler des bulles, et le foncier en fait partie. C'est-à-dire, même si l'inflation reste très réduite, le foncier, lui, augmente, voire s'écroule à certains moments en fonction, là aussi, des territoires, et donc fait partie des variables d'ajustement d'un modèle économique qui, par certains côtés, atteint aussi ses limites. Donc oui, il faut reprendre une certaine maîtrise du foncier. Et je pense, moi, sur le territoire sur lequel je suis, et nous avons construit l'an passé 2800 logements. Donc en termes de construction de logements, on y est. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il nous faut impérativement garantir la maîtrise publique du foncier pour éviter la spéculation et permettre ainsi évidemment à des constructions de se réaliser sans que le foncier ne vienne pénaliser des coûts de sortie. Et pour ça, il y a certainement besoin d'outils à l'échelle de la région, peut-être à l'échelle nationale, comme des outils qui existent déjà aujourd'hui, un certain nombre de foncières publiques. Tout ça est profondément nécessaire pour contenir le prix du foncier, éviter les spéculations telles que ça a été dit aussi précédemment.
Monsieur Monod, est-ce que vous partagez cette vision sur un moyen de maîtriser les coûts du foncier? Comment vous analysez cette situation? C'est vrai que le coût de foncier, depuis plus de 20 ans, ne fait qu'augmenter. Dans nos prix de revient d'opérations de promotion, même dans les opérations de construction en général, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le foncier a pris une plus grande part et au détriment de qui? De la part liée à la construction. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la création de richesse n'est pas sur le foncier, mais dans les entreprises. Une entreprise qui crée de la richesse crée de l'emploi. Donc aujourd'hui, on a le sentiment sur certains secteurs, parce qu'il faut être vigilant avec tout cela, c'est qu'on a une captation de cette rente foncière qui n'est peut-être pas forcément au bon endroit. Aujourd'hui, on a de l'enrichissement sans cause par la vente de foncier par certains propriétaires. Quand on nous dit oui, mais c'est un foncier qui est issu du travail, de la labeur, de la sueur des générations précédentes de ma famille, oui, très bien. Sauf que si vous êtes du bon côté du trait, ben, vous le vendez 200 fois plus cher que si vous êtes du mauvais côté du trait d'un PLU. Donc là aussi, la sueur et la labeur, je dirais qu'il y a pu avoir pendant de nombreuses années, était la même. Donc à un moment, il faut aussi que les propriétaires fonciers se rendent compte de cela. Ce que l'on manque également cruellement, et je rejoins tout à fait monsieur Bisson, c'est des opérations d'initiative publique qui soient beaucoup plus présentes avec une vente de foncier à prix convenu. Parce que là aussi, quand on a des collectivités qui nous vendent du foncier et qui font monter les enchères comme peuvent le faire les particuliers, ben, c'est au détriment du projet. Alors qu'à l'inverse, il y a les collectivités avec qui on peut travailler sur le projet, sur la qualité du projet, sur l'insertion de celui-ci dans son environnement, sa qualité sociale et sociétale. Pourquoi? Parce que le prix n'est pas un sujet. Le prix a été défini et on travaille sur le projet. Donc là aussi, les opérations d'initiative publique, oui, qui peuvent permettre justement de produire des logements plus abordables dans ces secteurs où le foncier est très cher. Donc oui, je souscris. Après, il faut être vigilant dans les encadrements. On n'est pas parfois toujours favorable aux encadrements de prix. On est quand même, je dirais, plutôt des libéraux. C'est qu'après, là encore, la variable d'ajustement au milieu entre un prix de foncier encadré et un prix de sortie encadré, ben, c'est les entreprises. Et la crainte, c'est que ce soit toujours cette variable-là qui soit ajustée et que les entreprises payent un tribut important et fassent des efforts importants qui pénaliseraient leur rentabilité. Et Monsieur Frick, oui, bien sûr. Oui, oui. Monsieur Frick, pour vous, c'est un débat ancien, comme vous le partagez avant cette conférence. Comment vous voyez les choses? Comment on peut essayer de… La question du foncier, les territoires qui n'avaient pas anticipé comme il fallait le besoin, mais tout le monde l'a fait, c'est parce qu'on n'a pas anticipé correctement dans la démographie deux phénomènes. Un qui était le desserrement des ménages, qui s'est fait plus vite que ce qu'on avait imaginé, qui a entraîné un besoin. On remonte aux années 80, mais c'est remarqué. Et le deuxième qui a été la métropolisation, évidemment, avec l'afflux très important vers certaines métropoles. Donc il y a eu ce besoin et on a été un peu débordé. Sans aucun doute. Aujourd'hui, le foncier, la situation elle escalée, on court après. Enfin, il y a quelques métropoles qui ont réussi à peu près à toujours maîtriser. On parle toujours de Rennes à ce titre-là, mais on continue à courir. C'est que tant que le besoin de loger ou de construire pour de l'activité reste important, on va courir derrière et on continuera à voir que ceci. Alors, il y a les grandes opérations d'aménagement, parfois d'État, parfois initiatives territoriales, il y a les établissements publics fonciers, il y a un certain nombre d'outils qui sont en place, qui fonctionnent, mais qui, quelque part, empêchent de creuser encore plus le retard, mais on n'arrive toujours pas à rattraper ce retard, on continue toujours derrière. Alors, avec un foncier donc, qui est toujours de plus en plus cher, on pourrait corréler un autre sujet d'inquiétude, c'est que dans les aménagements publics ou dans les aides que le social peut avoir de collectivités, on ajoute de plus en plus d'éco-conditions et on voit, nous, dans venir des territoires, enfin de certaines métropoles, vraiment un constat de nos organismes HLM ou de l'association régionale qui fait que la construction va baisser à cause de ça. On en est sur cette voie, et indépendamment du contexte Covid actuel.
Pour D'accord. donner la parole à Monsieur Rouc, Florent, Mhm. j'en profite, on a également une question qui est arrivée dans le chat sur les opérations pour lesquelles les collectivités cèdent le foncier pour 1 euro symbolique, mais en échange de prise en charge d'équipements par les promoteurs investisseurs. Est-ce que typiquement c'est un modèle qui peut être viable? Est-ce que c'est un modèle qui peut être intéressant? Ça me permet aussi de faire la transition. Monsieur Rouc, vous pouvez réagir et bien sûr répondre à la question si vous le souhaitez. Ah bah la prise en charge des coûts d'aménagement, on le fait. Enfin, je veux dire, dans les participations de ZAC, dans les PUP, on est déjà complètement partie prenante de la prise en charge des coûts qui accompagnent la réalisation de logements. Donc, mais tout ce qui est, toute idée de ce point de vue est évidemment bonne à prendre. Sur l'évolution des prix du foncier, il y a quand même un élément qu'on a tendance à oublier. C'est que le premier facteur d'augmentation des prix, c'est la qualité urbaine. C'est-à-dire que quand vous achetez un logement neuf à Bordeaux, à Nantes, à Lille, etc., vous achetez pas la même chose que ce que vous achetiez il y a 20 ou 25 ans. C'est-à-dire qu'à force d'investissements publics, qui sont légitimes, bah vous achetez en fait l'accès à un réseau de transport en commun, vous achetez l'accès à des services publics, au meilleur hôpital, au meilleur lycée, vous achetez l'accès à des écoquartiers, à des parcs qui sont aménagés, etc. Donc en fait, ce que vous achetez, c'est aussi un cadre de vie, c'est une qualité urbaine, c'est du service urbain. Donc on ne peut pas d'un côté, du fait et c'est l'effet positif de la décentralisation, avoir des villes où la qualité de vie est sans commune mesure avec ce qu'elle était il y a quelques dizaines d'années. Moi j'habitais à Bordeaux au début des années 90, c'était une ville qui était sale, où il n'y avait pas de transport en commun, où il y avait un bus toutes les demi-heures qui était bondé, et alors que vous y allez aujourd'hui, tout l'investissement public qui a été consacré à cette ville-là, il a eu pour effet d'améliorer considérablement la qualité de vie, d'attirer des gens. Et donc ça génère de la valeur pour le foncier. Donc on est pris dans cette contradiction. Je veux dire, à partir du moment où on investit dans la qualité urbaine, dans les services urbains, mécaniquement, ça fait monter les prix. Alors, je suis désolé de le dire, parce qu'il y a une espèce de fatalité là-dedans. On ne va pas dire, il y a un promoteur qui m'avait dit, pour faire baisser les prix du foncier, c'est pas très difficile, il suffit d'arrêter de ramasser les poubelles. Mais c'est la même idée en fait, c'est que ce qu'on acquiert quand on achète un logement dans une ville, dans une métropole, c'est un niveau de service qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait par le passé. Et ça a une valeur. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras ballants. Le volontarisme des collectivités, les grandes opérations d'aménagement, etc., ça a du sens et ça permet effectivement de faire baisser les prix. Mais on butera toujours sur cette contradiction-là. Et puis, dernier élément, si vous ne voulez pas que les prix du foncier augmentent, ne faites pas le ZAN, parce que ça fera monter les prix du foncier là où il est disponible. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et toute dernière remarque sur le prix du foncier, il ne faut pas oublier qu'on évolue dans un univers où l'argent est gratuit. C'est-à-dire que la réponse, elle est peut-être autant à Francfort qu'à Paris. Je m'explique, la faiblesse des taux fait que vous avez un boost de la solvabilité des ménages. On va en parler après avec la capacité à accéder aux emprunts qui va peut-être changer la donne. Mais aujourd'hui, vous poussez le pouvoir d'achat immobilier des ménages et c'est quand même un driver très important de la valorisation du foncier. Justement, vous me permettez une transition, c'est que du coup, sur ce pouvoir d'achat des ménages, là, on l'entend, c'est le point sur lequel on va revenir avant de conclure. Ce point d'accès au crédit, justement, plusieurs voix s'élèvent en ce moment pour dire que les banques sont de plus en plus frileuses. Est-ce que c'est quelque chose que vous-même vous ressentez, Monsieur Rouc, Oui, auprès de vos clients? Clairement, oui, bien sûr. Les promoteurs sont inquiets de ça. Le taux de désistement a beaucoup progressé, en fait. Le taux de désistement, c'est le rapport entre les réservations brutes et les réservations nettes. C'est-à-dire des gens qui rentrent chez nous, qui signent un contrat, et puis ils peuvent. Après, ils ont d'abord un délai pour se rétracter, et puis ils ont la possibilité à un opt-out s'ils n'obtiennent pas le financement de leur banque. Et on en a beaucoup en ce moment. C'est peut-être conjoncturel parce que les gens ont signé des réservations de manière un peu légère, peut-être pendant le confinement, j'en sais rien. Mais en tout cas, manifestement, il y a une plus grande difficulté d'accès au crédit. Après, c'est quand même un thème à manipuler avec prudence. C'est-à-dire que si le Conseil à la stabilité financière a donné des orientations sur pas plus de 25%, pas plus de 25 ans, pas plus de 33% de taux d'effort, c'est aussi parce qu'on a une évolution de la dette des ménages en France qui est préoccupante. D'abord parce qu'on a atteint un niveau
qui est préoccupant, mais aussi parce que ça augmente, enfin préoccupant par rapport aux pays voisins, mais aussi parce que cette dette privée, elle augmente plus vite que chez les voisins. Et c'est ça qui a fait peur au HCSF. D'accord. Donc, On veut éviter voilà, un scénario à l'américaine où on serait tous endettés à la fin. Voilà, après, vous avez une disproportion entre le niveau d'endettement et le niveau de revenu des ménages. Bon, c'est quelque chose qu'il faut entendre. C'est-à-dire, si le régulateur a émis des préconisations comme ça, c'est qu'il y a un sujet. Donc, mais ce sujet, il faut pouvoir le traiter. Or, aujourd'hui, on n'a pas la configuration dans laquelle on peut discuter entre professionnels de l'immobilier, banques et régulateurs. Alors, Emmanuel Wargon en a parlé. Ah, je ne vous vois plus, mais je vous entends. Pardon. Ouais, vous m'avez retrouvé, excusez-moi, Oui. mon téléphone sonnait. Donc, Emmanuel Wargon et Bruno Le Maire en ont parlé comme étant un des chantiers qu'ils voulaient ouvrir, parce qu'ils ont bien pris la mesure en fait, du risque pour toute la filière, en fait, puisque c'est vraiment le bout de la chaîne, mais il peut bloquer l'ensemble. Et en particulier bloquer l'accession à la propriété des ménages qui sont vraiment à la limite. Or, c'est ceux-là qu'on a envie d'accompagner, qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, on est très en attente de cette enceinte de dialogue ou de ce format de dialogue pour qu'on puisse poser sur la table ce que sont les contraintes des uns et des autres pour essayer de trouver le bon curseur. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on était dans un système qui était très libéral, où les banques délivraient du prêt immobilier sans forcément faire suffisamment attention aux solvabilité des ménages. Mais on a basculé dans un système où, pour le coup, on est beaucoup plus contraint. Faut pas aller trop loin. De manière un peu absurde. Donc, je pense qu'il y a un effet de balancier qui va nécessiter un peu de travaux. Mais encore une fois, il n'y a pas de secret. Comme disait M. Bisson tout à l'heure, les solutions, on les trouve ensemble. Il faut vraiment se frotter le cerveau pour traiter tous ces sujets complexes qu'on a évoqués ce matin. Là, typiquement, on a besoin de pouvoir en parler avec le secteur bancaire et avec le régulateur pour comprendre ce que sont leurs préoccupations et trouver le bon niveau. Monsieur Monod, j'imagine que vous êtes également dans cette perspective d'attente, de discussion, d'autant plus qu'avec la crise sanitaire et économique, c'est un point d'inquiétude encore plus fort, j'imagine. Oui, c'est un point d'inquiétude. Je reviendrai juste un petit peu par rapport justement à la problématique de la qualité urbaine, parce que c'est très bien, la qualité urbaine, je suis entièrement d'accord, sauf qu'on exclut une bonne partie de la population de l'accès à cette qualité urbaine. Et ça, c'est le vrai enjeu. Aujourd'hui, il faut être clair, quand on regarde la production en granulométrie en typologie de logement dans le logement urbain, on ne produit pas suffisamment de logements familiaux. Le logement familial, par excellence, ça reste la maison individuelle. Pourquoi? Parce que c'est le logement qui coûte le moins cher, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, l'accès à ce logement familial aux ménages les plus modestes est possible parce qu'il a un coût inférieur. Plus on construit dense, plus on construit cher. Ça aussi, il faut se le dire. C'est un fait parce qu'on va avoir des niveaux de sous-sol importants, des infrastructures importantes par rapport, je dirais, une construction qui le sera moins. Donc, attention à l'exclusion justement de ces ménages modestes parce que c'est les premiers touchés justement par rapport aux recommandations du HCSF. Le taux de refus de crédit a doublé en septembre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez symptomatique d'une vision. Je rejoins ce qu'a dit Alexis Roux sur le fait qu'il y a une diligence peut-être à avoir sur le niveau d'endettement des ménages en France. Bon, le taux de sinistralité sur le crédit immobilier en France, je crois qu'il est inférieur à 1%, il est à 0,08%. Donc jusqu'à présent, on a des banquiers quand même qui étaient assez vigilants sur la qualité des dossiers et sur je dirais, la capacité à rembourser des acquéreurs. Mais donc, dans ce doublement de taux de refus, qui sont les premiers touchés? Ce sont les primo-accédants. Aujourd'hui, c'est eux, je crois que ça représente à peu près un quart des refus, ce sont les primo-accédants. Et les deuxièmes, ce sont les investisseurs. Les investisseurs qui permettaient justement de mettre sur le marché des logements locatifs, je dirais, avec des prix régulés et maîtrisés. Aujourd'hui, on est en train de couper aussi cette alimentation et donc ce type de produit. Donc, oui, l'inquiétude va être sur le financement de nos primo. Le coût de l'argent, je suis d'accord, ce n'est pas un sujet aujourd'hui, mais c'est comment aujourd'hui on peut aider justement ces accédants au travers peut-être d'une prime plutôt que d'un prêt à taux zéro. On a supprimé l'APL accession, 160 € par mois, au profit justement directement de l'APL locatif, parce que quelqu'un qui est dans le système locatif reste dans le système locatif aujourd'hui et n'en sort pas. Donc,
son appel va être de 250 €, à un moment où on aura besoin, au vu des difficultés qui s'annoncent aussi, de pouvoir mobiliser du logement locatif abordable, du logement locatif social et du logement locatif libre, avec, je dirais, la crise économique que l'on risque de traverser, une hausse de chômage importante. Donc, il va falloir qu'on puisse libérer aussi de la place dans le logement locatif. Et donc, si on permettait à des personnes de sortir du logement locatif pour accéder à la propriété, ben là aussi, il y aurait quelque chose de vertueux. Mais c'est pour ça qu'il faut que tous les acteurs soient mis autour de la table. Et là encore, j'espère que ça va être fait dans les semaines à venir pour qu'on définisse ensemble quels sont les objectifs à atteindre et comment nous allons pouvoir les atteindre. Merci, merci Monsieur Monod. Monsieur Frick, un dernier point sur ce point, pardon, une dernière réaction, parce qu'on a aussi la problématique de l'accession sociale à la propriété. Oui, parce que nos organismes HLM sont aussi promoteurs de l'accession sociale, donc ils rencontrent évidemment les mêmes problématiques que sur la solvabilité des ménages et le mouvement. Donc je ne vais pas compléter. Par contre, je voudrais juste rajouter un point. Effectivement, la mobilité du locatif vers l'accession, pour nous, est extrêmement importante. C'est-à-dire que la mobilité résidentielle qui permet d'aller vers l'accession, parcours positif, c'est aussi ce qu'on met toujours en avant sur notre propre activité d'accession sociale. Et elle a aussi un objectif, c'est de libérer des logements sociaux pour ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Donc, c'est aussi une politique du logement social que de faciliter l'accès à l'accession sociale. Et si je peux me permettre un léger retour sur ce qu'on discutait tout à l'heure, sur la qualité urbaine et le coût du foncier, effectivement, c'est moins cher de construire en étalement urbain, mais c'est moins cher de construire en étalement urbain parce que la collectivité n'assume pas, la collectivité au sens large, pas la collectivité territoriale, n'assume pas le fait que le recyclage urbain, par exemple, c'est une priorité partagée et que si elle a un coût, il ne doit pas être porté uniquement par, au final, celui qui l'occupe. Sinon, effectivement, il vaut mieux aller utiliser des terres en extérieur. Donc, quelque part, c'est une forme de réponse aussi aux enjeux du zéro artificialisation nette. On a du foncier à recycler, il coûte très cher. Après, ça coûte cher aussi parce qu'il est urbain, on aménage des parkings, etc. Mais tout ça, si c'est dans l'intérêt collectif que de le faire, il faut que ce soit plus encore pris en charge collectivement pour qu'au final avoir un coût normal, un coût résiduel normal pour l'utilisateur final. Merci, merci Monsieur Frick. On va conclure cette table ronde et prendre après quelques questions. Mais pour conclure, je vais vous demander donc en quelques minutes, peut-être voilà, j'ai envie de faire un dernier tour de table, d'avoir votre sentiment à chacun à l'heure où nous entrons donc dans ce deuxième confinement. Quel est votre état d'esprit aussi et finalement, est-ce que vous restez optimiste pour les mois à venir? Et je vais commencer par Monsieur Bisson, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment. Restez-vous optimiste? Optimiste et enthousiaste, tout en étant évidemment réaliste. Peut-être en quelques mots, toutes les études aujourd'hui, notamment liées au réchauffement climatique, sont les unes et les autres plus catastrophiques. Et on se rend compte que collectivement, nous réagissons tous, chacun dans son couloir, en faisant le plus possible, mais qu'on n'est pas encore à l'échelle du sujet. Et on le voit bien à travers les contradictions que nous avons mis, comment dirais-je, en exergue ce matin. Ça signifie que le récit du progrès permanent dans lequel aujourd'hui nous sommes installés n'est évidemment plus le bon récit et qu'il nous faut en inventer un autre. Cette société, je pense que on l'a dit aussi ce matin, les solutions, on les connaît. Il est juste nécessaire de se remettre dans le bon chemin avec un autre récit. Je pense que c'est utile parce que là, nous vivons crise Covid, donc c'est évidemment une crise qui démontre tout simplement que ce monde-là, qui est un monde fini, ne peut pas continuer ainsi. Et moi, je suis quasi persuadé que dans 3 jours, dans 3 mois, dans 10 ans, dans 20 ans, nous aurons d'autres crises comme celle-là, des crises qui seront des crises liées à des épidémies humaines, à des épidémies sur des plantes céréalières qui auront des effets sur la biodiversité, des hackers nord-coréens qui viendront planter tous nos systèmes numériques pendant 2 mois et la France. Vous avez travaillé plusieurs scénarios. Hein. Oui, non, mais je pense que tout ça, c'est quelque chose qui va nous arriver et donc il nous faut apprendre les uns les autres à être résilients
par rapport à des chocs que nous aurons à vivre, parce que cette société, ce monde fini avec un progrès infini, ne peut évidemment pas bien finir. Et donc, le choix qui est le nôtre, c'est pour ça que je suis enthousiaste, c'est ou bien on va tranquillement vers une théorie de l'effondrement, mais à travers un certain nombre de coups de boutoir, ou bien vers une théorie de l'asservissement, c'est-à-dire on n'est pas capable les uns les autres de se mettre d'accord, et puis il y a un pouvoir fort à la chinoise qui ensuite règle tout ça, voilà, mais évidemment avec l'abolition de toutes les libertés que l'on connaît aujourd'hui, ou bien on est capable collectivement d'inventer cette troisième voie. Cette troisième voie, je l'espère, hein, puisque ce que vous décrivez sur les deux autres n'est pas très enthousiasmant. Ce qui me rend enthousiaste, moi, c'est la jeunesse. C'est-à-dire parce que on a tous quelques cheveux blancs là, donc on a tous été face au. Non, pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, je suis très jeune. Florent encore plus jeune que moi. Et évidemment, on a été élevé avec un certain nombre, j'allais dire, d'a priori. On voit le monde tel qu'il est avec l'histoire que l'on a vécue. Les jeunes aujourd'hui, la transition écologique, je pense qu'ils l'ont parfaitement intégrée. Je pense aussi que la crise Covid, évidemment, leur donne une lecture du monde que, évidemment, on ne peut pas avoir parce qu'ils baignent immanquablement dedans. Et moi, j'ai beaucoup confiance en cette génération, et la responsabilité qui est la nôtre, c'est pour ça qu'elle est collective, c'est d'amener toute cette jeunesse sur le chemin de l'enthousiasme et pas sur le chemin de l'inquiétude. Voilà. Et je pense que si on y arrive, on aura réglé, y compris les gros sujets qu'on a abordés ce matin. Merci. Monsieur Monod, votre mot de la fin. Ah, on ne vous entend pas, votre micro. Pardon, oui, je suis tout à fait d'accord avec Michel Bisson. Il faut être enthousiaste, il faut être positif, j'ai dit. Je pense qu'il faut faire face à cette adversité, et les chefs d'entreprise que je représente et qui sont représentés au sein de la Fédération française du bâtiment l'ont toujours fait malgré toutes les crises. Donc, il faut être positif. Après, il faut aussi être objectif. Et c'est vrai que concrètement, sur le terrain, malgré l'ensemble des discours rassurants, on n'a pas le sentiment que pour le logement neuf, beaucoup de signaux favorables ont été donnés, hein, ça a déjà été dit. Par contre, ce qui est une chose importante, c'est si on veut être objectif et continuer à animer nos équipes, et que nos équipes, elles aussi, soient positives, c'est qu'on puisse continuer notre activité, continuer à vendre, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Si on ne vend pas, derrière, on ne construit pas. Continuer à construire, et surtout dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, le télétravail, c'est une bonne chose, hein, pourquoi pas, mais on se rend compte que nos équipes ont besoin de recevoir du positif et de se voir, de se croiser, d'échanger et de discuter. Et je pense que pour envoyer ce positif aussi, il faut que toute la profession puisse, toute la profession et toutes les parties prenantes de la politique du logement et de l'acte de construire se retrouvent en disant, voilà, il faut qu'on tire tous dans le même sens, il ne faut pas qu'on oppose des territoires, il ne faut pas qu'on oppose des formes d'habitat. La rénovation, c'est une bonne chose, mais attention, ce n'est pas la solution miracle. La rénovation peut être une bonne solution dans telle ou telle situation, et il faut qu'on arrive à ajuster l'ensemble de ces curseurs. En tout cas, la demande est là, on le sent, on n'est pas sur une problématique de demande, on est plutôt sur une problématique d'offre actuellement. Donc c'est ce qui, moi en tout cas, me rend plutôt optimiste pour les semaines et pour les mois à venir, malgré cette crise sanitaire. Merci beaucoup, Monsieur Frick. Votre sentiment? Oui, alors, en fait, que je sois optimiste ou pessimiste, ça serait une affaire personnelle, et comme je suis dans un contexte professionnel, ce n'est pas très important. C'était de manière professionnelle que je vous posais la question, par rapport à… Alors, et bien entendu, je trouve que Michel Bisson a particulièrement bien parlé des enjeux qui sont devant, et je ne partage pas complètement ce qu'il a dit. Ça, c'est plutôt à titre personnel, hein. Bon, je ne vais pas aller au-delà. Je crois qu'à titre professionnel, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une période enthousiasmante. C'est-à-dire que les défis auxquels on est confronté, et quel que soit le regard optimiste ou pessimiste qu'on porte sur notre capacité à les relever, elle est, sur le plan professionnel, l'occasion de développer des choses passionnantes, de travailler différemment, de réfléchir différemment,
de parler des projets sur l'économie circulaire, les projets sur le bas carbone. Si on commence à y rentrer et on essaye professionnellement de les aborder, on a vraiment de quoi être enthousiaste à un âge où on a des cheveux gris et où on pourrait penser qu'on va bientôt s'arrêter de travailler. Donc ça, c'est très bien. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et toutes les classes d'âge sont prêtes à se mobiliser. Je le vois autour de moi avec les gens de diverses générations qui travaillent, y compris les plus jeunes qui sont stagiaires et qui peuvent être très jeunes. On arrive vraiment à créer de l'enthousiasme et à travailler collectivement, autrement, sur des nouveaux sujets qui sont référés à une vision positive du monde. Monsieur Roux, pour terminer. Oui, alors, pour quelqu'un qui connaît un peu l'histoire, c'est sûr que la période est compliquée, mais notre pays en a traversé d'autres. On célèbre les 150 ans de la guerre de 1870 où notre armée s'est effondrée, on a eu un début de guerre civile, une république qui a démarré sous les pires auspices et on s'en est sorti quand même. Donc on a déjà traversé des périodes compliquées, on a su s'en relever. Moi, je partage complètement l'idée selon laquelle on est dans une période incroyablement intéressante, stimulante pour la profession. Parce que l'enjeu, c'est de changer la vie. Et on change la vie en changeant déjà la façon dont les gens, enfin, là où les gens habitent et la façon dont ils habitent. Voilà. Et ça, c'est notre métier à nous que de participer à la réinvention de tout ça. Donc, c'est un challenge formidable, voilà, pour le secteur. Après, ma préoccupation, elle est double, en fait. C'est est-ce qu'on a les acteurs pour le faire et est-ce qu'on a le temps pour le faire? Je m'explique. Les acteurs, je rebondis sur ce que disait M. Bisson tout à l'heure, il y a une espèce de rémanence de l'État tout-puissant qu'on voit encore, mais qui en fait n'existe plus. On a une décentralisation qui n'a pas encore trouvé, à mon avis, pas encore trouvé son équilibre. Et donc, on continue à agir comme si la répartition des pouvoirs, la répartition des compétences, la répartition des moyens n'avait pas profondément changé. Ça, c'est ma première préoccupation. Je pense que tout le monde a besoin de s'ajuster. Deuxième préoccupation, c'est la question du temps. En fait, les transformations qu'on évoque là, ce sont des transformations qui prennent beaucoup de temps. On disait tout à l'heure, SRU, il a fallu 20 ans pour faire intégrer l'idée que la mixité sociale, c'était bien. La sobriété foncière, c'est la même chose. Tout ça, ça prend du temps. C'est des transformations extrêmement profondes de la société. Et on a envie d'aller plus vite que la musique. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais sur Lausanne tout à l'heure. C'est un objectif européen de 2050. On va en faire une norme à 2025. On a toujours envie d'aller trop vite et on laisse pas au système le temps, pas seulement au système productif de s'adapter, mais on ne laisse pas suffisamment de temps aux mentalités pour s'adapter. Et on a toujours envie d'aller trop vite. Et quand on va trop vite, on échoue. Donc voilà, je pense que la période, elle est formidablement stimulante, mais qu'il faut qu'on sache, qu'il faut que les acteurs arrêtent de se mentir sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils savent faire et qu'ils se donnent le temps d'agir. Ben, merci beaucoup. Je vais vous garder encore quelques minutes. Merci encore pour ces interventions brillantes, comme le dit une des personnes qui est sur ce chat. On va prendre quelques minutes pour prendre quelques questions potentiellement. Florent, est-ce que tu as une question à remonter à nos invités? Oui, il y a notamment une question. Donc, peut-on aborder avec nos intervenants la question de la transformation du patrimoine immobilier existant nécessaire pour répondre aux marchés locaux et redynamiser les centres-villes? C'est vrai que c'est une problématique qui se pose de plus en plus. Il y a le plan Action Cœur de Ville, bientôt le plan Petite Ville. Est-ce qu'un intervenant Alors, j'ai vu Monsieur Monod lever le doigt. Donc, Monsieur Monod. Oui, c'est un sujet éminemment important, mais de quoi parle-t-on par rapport aux enjeux? On revient toujours à la même chose. Quel logement est mobilisable pour pouvoir, je dirais, ramener de nouveaux logements sur le marché? Les enjeux sur la rénovation du parc existant occupé, oui, c'est un enjeu environnemental. Les copropriétés vont devoir y répondre. Aujourd'hui, les bailleurs le font également très bien depuis de nombreuses années, je pense. Mais de quoi parle-t-on? C'est qu'est-ce qui est mobilisable pour ramener du logement nouveau sur le marché? Aujourd'hui, pas grand-chose est mobilisable et acceptable. Je prends cet exemple. J'ai traversé une commune qui s'appelle Puy-Guillaume, près de Vichy, récemment. Vous savez, ces communes rues un petit peu, où on avait cet habitat, ces villes-rues, où on avait l'habitat qui donnait sur la rue avec du commerce au rez-de-chaussée, commerce très vétuste aujourd'hui, qui a du mal à être utilisé, et avec surtout, je dirais, un
un logement inadapté aux besoins et à la demande des concitoyens. Est-ce que demain, vous allez vouloir habiter sur le logement au-dessus du commerce qui donne sur cette rue, qui n'a pas forcément un jardin, tout ça? Je ne suis pas certain. Donc, par rapport à Action Cœur de Ville, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a produit comme nouveau logement autour d'Action Cœur de Ville dans le cadre de rénovation urbaine et pas de réhabilitation urbaine. Donc ça, pour moi, c'est un point, oui, c'est une bonne chose, mais c'est une réponse, une des réponses en fonction des territoires. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément la bonne réponse et la seule bonne réponse. Est-ce que l'un d'entre vous… Oui, Monsieur Frick, je vois… Ah, deux mains se lèvent, trop de mains. Monsieur Frick, je vous ai donné la parole en premier. Je vous donne la parole après, Monsieur Roux. Quantitativement, on n'est pas sur des enjeux quantitatifs sur les petites villes et les bourgs et le réinvestissement de ces centres. Par contre, c'est des choses qui se pratiquent depuis longtemps. Action Cœur de Ville permet d'aller plus loin. Les savoir-faire existent, mais les coûts sont très, très élevés pour la production de mètres carrés, au final, en intervention urbaine, c'est-à-dire en fait en travaillant en îlot, pas en rénovation d'un bâtiment, avec des curetages, des reconstructions partielles, enfin, tout ça peut se faire et Action Cœur de Ville marche. Mais il ne faut pas attendre l'objectif, il est urbain, il peut s'inscrire pourquoi pas dans le ZAN, hein, puisque si on arrive à refaire un peu de commerce dans les centres, c'est bien, mais c'est du commerce de proximité qui sert aux habitants. Donc c'est vraiment des petites échelles, c'est très important pour l'aménagement du territoire, pour l'équilibre du territoire, c'est un enjeu politique, ce n'est pas un enjeu quantitatif évidemment. Et d'ailleurs on le voit très bien, enfin je m'en amuse, hein, mais ce n'est pas drôle comme ce qu'on a pu voir. Mais toute l'histoire de commerce de proximité qu'on a connu ces derniers jours, on voit bien quand le gouvernement et l'exécutif et l'administration prennent des mesures sanitaires, ils oublient complètement qu'il y a un enjeu là-dessus. Il faut qu'il y ait un barouf territorial pour que tout d'un coup, ils en prennent conscience. On voit bien que finalement, on risque toujours de se retrouver dans les grandes politiques quantitatives et oublier les objectifs. Monsieur Roux ? Je vais vous répondre par une boutade. Au début du XXe siècle, la plus grande usine de France, elle était au Creusot. Aujourd'hui, la plus grande usine de France, elle est à Toulouse, c'est Airbus. Donc si vous voulez rénover le Creusot, c'est pas difficile, il faut demander à Airbus d'aller s'y installer et vous aurez une dynamique économique. Pourquoi je dis ça? Parce que la dynamique d'un territoire, sa dynamique économique et donc implicitement la mise à niveau de son patrimoine et l'investissement public-privé qui sera fait dans ce territoire, il suit pour une bonne part l'activité économique. C'est quand même ça qui est le driver essentiel à mon avis. Donc on peut effectivement caresser l'espoir d'aller refaire des centres-villes dans des petites villes perdues ou des territoires en difficulté. Mais si on n'a pas une vision complète de la question, ça sera vain. Ce sera de l'argent public qui ira arroser le sable. On fera effectivement de la rénovation, mais comme le disait M. Monod tout à l'heure, rénover un appartement qui a été construit pour un boucher ou une mercière d'il y a 70 ans, parce que c'était le cadre de vie qui était le sien, c'est pas forcément ça qui va répondre aux besoins du jour. Et puis de toute façon, vous n'aurez pas forcément la demande de logement dans ce territoire-là. Donc le driver qui est quand même fondamental dans tout ça, c'est l'activité économique. Bien sûr, mais après on le voit, donc de plus en plus de métropolitains ou d'urbains rêvent aussi un peu plus de campagne maintenant. Alors peut-être que ça évoluera, on verra. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que bien évidemment, logement, bureau, activité, enfin voilà, tout cela est très lié et c'est tout l'objet justement de vous rassembler tous lors des assises du logement national, du logement et de la mixité urbaine. Merci à vous tous. On va devoir maintenant conclure cette visioconférence afin de pouvoir laisser nos invités, puisque vous vous en doutez, pour tout le monde, les actualités sont importantes en ce moment. Merci, donc merci à tous les quatre. Merci à toi, Florent. Merci à tous d'avoir suivi cette visioconférence. Vous recevrez donc, comme je vous le disais, dans les prochains jours, dans votre boîte mail, le baromètre que l'on vous a présenté, le parole des assises qui regroupe l'ensemble des contributions des orateurs qui sont prévus pour notre 3e édition, de même que l'enregistrement de cette conférence qui était passionnante. On a de nombreux témoignages qui nous disent que c'était très intéressant. Mais écoutez, nous en sommes ravis. C'était tout l'enjeu et toute notre volonté ce matin. Il ne me reste plus qu'à vous donner un rendez-vous, bien évidemment, très important, le 18 février prochain
Cette 3e édition des Assises nationales de logement et de la mixité urbaine aura lieu. Vous retrouverez les intervenants que vous avez eus ce matin. Les grandes fédérations seront présentes. L'Agence nationale de la cohésion des territoires sera présente, ainsi que l'ensemble de nombreux acteurs. Encore une fois, l'idée, c'est de rassembler toute cette chaîne du logement et de la mixité urbaine. Et puis, il me reste aussi à vous dire à tout de suite sur Bâti Actu. Merci à tous, au revoir et à très bientôt.